composé physiologiquement actif, hein, donc c'est sous la forme de tétrahydrofolate, mais le tétrahydrofolate, ce n'est pas suffisant, puisque je vous ai dit que les tétrahydrofolates ou les folates, c'était des transporteurs et des molécules qui transmettaient, qui transféraient les groupements monocarbonés. Donc il faut qu'elles portent des groupements monocarbonés. Alors évidemment, je ne vous demande pas de les retenir, juste voir que ces groupements monocarbonés, ils sont portés sur l'azote 5 ici, ou l'azote 10, ou les deux en même temps. Et il y en a un que l'on a vu juste à l'instant, qui est le 5-méthyltétrahydrofolate, hein, qui est le donneur de méthyle qui permet la reméthylation de l'homocystine. Eh bien, c'est un méthyle en 5, c'est lui. Et il y en a un que je veux vous montrer parce que c'est la forme, c'est une forme physiologiquement active et c'est une forme pharmacologique. C'est-à-dire que c'est la molécule que l'on retrouve dans le commerce. On trouve de l'acide folique, hein, tout simplement, mais pour qu'il soit actif, cet acide folique, il faut qu'il passe toutes les étapes. Il faut d'abord être réduit en tétrahydrofolate et ensuite il faut qu'il fixe le groupement monocarboné à partir de la sérine et ensuite qu'il le transfère. Donc ça prend un certain temps, alors que l'acide folinique ici, qui est du 5-formyltétrahydrofolate, c'est une forme pharmacologiquement active que vous pouvez donner aux patients et donc c'est immédiatement utilisable. Donc c'est une forme intéressante. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Alors ça, c'est montrer un petit peu différemment l'importance des folates donc, dans la reméthylation de l'homocystine en méthionine, avec cette enzyme qui est la méthionine synthase. Alors, elle est un peu plus compliquée que ça, parce qu'il y a deux enzymes, effectivement, qui interviennent, méthionine synthase, et elle a une aide, si je puis dire, qui est la méthionine synthase réductase, et ces enzymes fonctionnent avec la vitamine B12 comme cofacteur. Hein, vous retrouvez ici la S-adénosylméthionine, principal donneur de méthyle de l'organisme, donc toutes les réactions de méthylation passent par là, et vous retrouvez ici cette molécule que 5,10-méthylène tétrahydrofolate, hein, qui va intervenir dans la biosynthèse, en particulier de la thymidine et donc des nucléotides pour la synthèse de l'ADN. La vitamine B12 maintenant, l'autre vitamine importante. La vitamine B12, c'est cette grosse molécule ici. Hein, c'est un tétrapyrrole avec à son centre un noyau, un atome de cobalt. Et cet atome de cobalt, il peut fixer des éléments. Alors, les molécules pharmacologiques, c'est un hydroxyle ici, un OH, ou bien un CN, une cyanocobalamine. Donc, dans le commerce, on trouve l'hydroxocobalamine ou la cyanocobalamine. Ce ne sont pas les molécules actives. Les molécules physiologiquement actives, c'est ici, à la place, un méthyle, c'est la méthylcobalamine, ou bien c'est ici un adénosyle, et c'est l'adénosylcobalamine. Et cette molécule de vitamine B12, cette vitamine, eh bien, elle est active avec alors, le cobalt, comme c'est un métal, et ce métal qui peut avoir plusieurs valences. Il peut aller d'une valence 1 plus à une valence 3 plus. Et il va être transporté dans les cellules avec une valence 3 plus, mais il ne sera actif physiologiquement parlant qu'avec une valence 1 plus. Et donc vous pouvez imaginer qu'il va y avoir des réactions de réduction qui vont se produire dans l'organisme et qu'à chaque étape de l'absorption de la vitamine B12 jusqu'à son utilisation, sa forme physiologiquement active, vous allez avoir possiblement des anomalies. Et ces étapes-là, on les connaît pratiquement toutes aujourd'hui. Donc ici, vous retrouvez l'absorption de la vitamine B12, ça c'est juste un joli dessin à côté pour illustrer, mais l'essentiel il est là, hein, résumé ici. La vitamine B12, majoritairement, c'est un apport extérieur, c'est comme toutes les vitamines, hein, elle va être absorbée au moyen ou grâce à un élément qui s'appelle le facteur intrinsèque, une molécule qui s'appelle le facteur intrinsèque. Et on connaît des patients qui ont un déficit de ce facteur intrinsèque. Vous avez peut-être entendu parler déjà de la maladie de Birmer. Et la maladie de Birmer, c'est des gens qui ont un défaut de facteur intrinsèque. Et comme ils ont un défaut de facteur intrinsèque, ils ont un défaut d'absorption de la vitamine B12. Et donc, il faut leur en injecter régulièrement pour qu'ils vivent normalement. Parce que la vitamine B12, vous avez vu, elle est importante dans le catabolisme des acides aminés ramifiés, mais elle est importante également dans la reméthylation de l'homocystine en méthionine, donc dans cette voie des folates.
Ensuite, eh bien, elle a besoin d'un transporteur pour passer la barrière de l'entérocyte. Ce transporteur, on connaît également des déficits, on connaît des mutations au niveau de ce transporteur. Et lorsqu'elle a traversé, elle va passer dans le sang. Et dans le sang, eh bien, d'une part, le facteur intrinsèque va disparaître, et dans le sang, elle va être prise en charge par un transporteur spécifique, qui est la transcobalamine, avant de pénétrer dans la cellule. Et ce n'est pas fini. Donc ici, il y a déjà un métabolisme qui est assez lourd et assez long, et à chaque étape, on en connaît des anomalies. Mais en plus, dans la cellule, qu'est-ce qui se passe? Elle va être obligée d'être métabolisée, et ça va se passer. Elle va d'abord faire un petit séjour dans le lysosome, parce que dans le lysosome, elle va se débarrasser de son transporteur. Et puis après ça, elle va revenir dans le cytosol de la cellule. Et dans le cytosol de la cellule, elle va soit rester dans le cytosol et se transformer en méthylcobalamine pour permettre la reméthylation de l'homocystine en méthionine, ou bien elle va rentrer dans la mitochondrie, et dans la mitochondrie, eh bien, elle va être transformée en adénosylcobalamine pour être le cofacteur de la méthylmalonyl-CoA mutase. Et si vous avez des anomalies en amont ici de cette séparation, eh bien, vous aurez à la fois un déficit de cette enzyme et un déficit de celle-là. Et ça va se traduire par une élévation de l'homocystéine et une élévation de l'acide méthylmalonyl qui dérive du méthylmalonyl-CoA. Et ça, ce sont des maladies qui sont des maladies graves. Je ne les ai pas détaillées, je ne peux pas les détailler toutes. Et on a pratiquement fini, puisque là, c'est juste un résumé de toutes les vitamines que l'on a vues depuis hier et qui interviennent dans le métabolisme de ces acides aminés. Alors, c'est seulement un résumé, et ça, quelque part, pour vous, c'est intéressant, parce que vous saurez qu'est-ce que vous devez manger pour ne pas avoir de déficit vitaminique. La vitamine B1, la thiamine pyrophosphate, celle qui est le cofacteur des décarboxylases oxydatives, l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, la pyruvate déshydrogénase et la déshydrogénase des acides alpha-cétoniques des acides aminés ramifiés. Et donc, on la retrouve, vous voyez, dans les haricots, dans les fruits secs, etc. Le phosphate de pyridoxale, qui est le cofacteur qui dérive de la vitamine B6, et elle affecte tous les acides aminés, puisque c'est la transamination de tous les acides aminés, et puis elle affecte également les amines biogènes. Je vous l'ai dit qu'elle était le cofacteur également de la décarboxylation, des amines pour la synthèse de la dopa et de la sérotonine. On la retrouve surtout, cette vitamine B6, dans la viande. La vitamine B12, qui est active sous forme de méthylcobalamine ou bien d'adénosylcobalamine, eh bien, elle touche les acides aminés soufrés, le métabolisme des acides aminés soufrés et le métabolisme des acides aminés ramifiés, puisque c'est l'étape ultime de la décomposition ou du catabolisme des acides aminés ramifiés, c'est le passage méthylmalonyl-CoA, succinyl-CoA. Vous voyez qu'on la retrouve surtout dans les protéines, d'origine, je ne trouve pas le mot, à partir de viande. Les folates, je fatigue, les folates dont les cofacteurs sont le méthyltétrahydrofolate ou le N5-N10 méthylène tétrahydrofolate, puisque lui il participe à la synthèse, je vous l'ai dit, de la thymidine à partir de l'uridine. Ce sont également les acides aminés soufrés, et c'est glycine-sérine, puisque c'est la sérine qui va donner le groupement monocarboné pour former ce N5-N10 méthyltétrahydrofolate. On les retrouve surtout dans les légumes. La biotine, je vous ai dit que la biotine, elle intervenait dans les réactions de carboxylation. Il n'y en avait que 4 dans l'organisme, et je vous demandais d'en retenir, puisque c'est ces deux-là qu'on a vu, la pyruvate carboxylase que vous avez vu ailleurs et la propyl-CoA carboxylase. On la retrouve dans les jaunes d'œufs, dans les foies de volaille, les foies de bœuf et volaille. Et puis,
quelque chose qui n'est pas d'origine vitaminique, mais qui est un cofacteur important, qui est le tétrahydrobioptérine, qui dérive du GTP hein, et qui permet l'hydroxylation des acides aminés aromatiques. Hein, et là, eh bien, elle n'est pas d'origine, pas une vitamine, donc il n'y a pas une source, une origine alimentaire, et elle est synthétisée in vivo dans votre organisme. Eh bien, normalement, j'ai tout fini. Alors, ah non, je voulais dire juste un mot, mais c'est vraiment un mot. Je ne parlerai pas, il n'y aura pas de questions sur le glutamate, ne vous inquiétez pas. Juste pour vous dire, je n'ai pas le temps de parler du glutamate, mais c'est pourtant un acide aminé très très important. Hein. Il participe, ça c'est une révision de ce que j'ai raconté hier, hein. Il participe aux réactions de transamination et la désamination oxydative. Hein. Et la désamination oxydative, donc c'est finalement la molécule centrale de la récupération de l'atome d'azote, donc c'est très important. Et juste vous montrer en India, ses principaux rôles, hein. Donc c'est le transfert d'azote, synthèse de l'urée, il est essentiel dans ce domaine-là. C'est la synthèse de glutamine, hein, qui est le transporteur de la molécule d'ammoniac. C'est également, il intervient dans la synthèse de la proline, l'ornithine et l'arginine. Hein. Il intervient dans la synthèse du glutathion, du GABA, gamma-aminobutyrate, et évidemment, il est en transamination permanente avec l'alpha-cétoglutarate, et donc il intervient dans la synthèse, je dirais, de l'alpha-cétoglutarate, alpha-cétoglutarate, qui est l'intermédiaire du cycle de Krebs. Cette fois-ci, j'ai bien terminé pour aujourd'hui. Peut-être que vous vous intéresserez de plus près au métabolisme et aux anomalies du métabolisme. Et pour ça, je vous retrouverai peut-être un jour au DU, peut-être si je suis encore là, parce que vous êtes très jeune, au DU des maladies métaboliques. Et je peux vous assurer que vous aurez dans ce domaine-là du travail, parce que vous aurez du travail à la fois pour en pédiatrie et à la fois chez les adultes. Et c'est passionnant. Écoutez, je vous remercie de votre attention et puis juste vous rassurer pour la suite, hein, l'examen, ne vous inquiétez pas, je vous l'ai déjà dit hier, regardez un petit peu ce que j'ai posé comme question les années précédentes et ça sera pareil. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est juste que vous reteniez l'essentiel de ce que j'ai raconté, c'est-à-dire l'importance du métabolisme, en tous les cas en médecine. Merci beaucoup, au revoir.